Radio Grand Lac, ensemble, tout le temps. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Guillaume et Vincent sont également présents ce soir. Oui, on est toujours là. Voilà, ils commencent à se rafraîchir dehors. Pour le grand plaisir des amoureux du cinéma. Et oui. Alors, du coup, cette semaine, une semaine un peu plus chargée niveau sortie. Il y en a pour tous les goûts, du blockbuster, du grand film d'auteur, du film d'horreur qui fait sortie limitée, du film d'animation, du film étrange, de la comédie française. Le film étrange étant un truc bizarroïde qui nous sort DreamWorks, on en reparlera un petit peu après, mais enfin voilà. Ça a l'air vraiment pour les bouts de chou. Et encore les bouts de chou. Cette expression de Guillaume. Ah non, mais j'adore. Mais Ça vient de où, car Mais oui. Et puis c'est quoi cette expression? Oui, bon, les petits bouts de chou. Mais toi, t'es pas concerné forcément. Parce qu'ils font. Ça te parle moins. Ah, bah j'ai ça te parle plus. J'ai mes neveux et nièces, enfin. Parce qu'il le dit bien dans Hook qui fait. Et moi qui sais que je protège les petits, les bouts de chou. Les bouts de chou. Ah oui, non, mais de toute façon, Hook, on en parlera un jour. On fera une spéciale Spielberg un jour. Robin Williams. Mais ce soir, non, on va célébrer, puisqu'on avait déjà célébré les anniversaires pour plusieurs opus James Bond, 3 en particulier. On avait fait Goldfinger, L'homme au pistolet d'or et Dangereusement Vôtre. Et ce soir, on va célébrer les 10 ans déjà de Spectre, le 4e volet avec Daniel Craig. Un de mes préférés. 10 ans, ça fait mal. Est-ce qu'on a le permis de spoiler ou pas? Oui. Je pense, super. 10 ans après, je pense que oui. Bon, surtout que les spoils étaient sympathiques à l'époque, mais on s'en doutait quand même très fortement en allant le voir. Certes. Mais voilà, on va pouvoir parler de ce film en focus en dernière partie d'émission. Mais avant cela, on va parler des sorties de la semaine et de nos avis sur les films sortis la semaine dernière, Marche ou crève et La Palme d'Or, Un simple accident. Alors, est-ce que c'est un simple accident ou est-ce que c'était pas mal? On en reviendra après. Et puis quelques petits conseils télé. Et on rappelle que la semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'avoir encore un interviewé, enfin une personnalité prestigieuse, puisque Jacques Gamblin nous fait l'honneur d'être. Oui, Jacques Gamblin, tout à fait. Oui. Jeudi prochain, mais je voulais dire mardi prochain, on a le plaisir de réinviter. Oui, c'est vrai. Pierre-Yves de l'ATCA, je ne sais plus si c'est le président ou le directeur, donc je dis toujours de l'ATCA, comme ça. Oui, donc mardi, directeur général. Mardi, nous avons l'invité, donc justement le président ou directeur de l'ATCA qui vient nous parler de l'ATCA Festival, qui aura lieu du 17 au 19 avec un petit préambule le 16 au soir. Voilà, un petit film le 16 au soir et nous le 16 à 18h. Nous avons l'interview de Jacques Gamblin. Oui. Tout à fait. N'oubliez pas aussi d'aller voir, donc de réserver vos séances. Alors je crois que vous pouvez vous inscrire sur liste d'attente pour la masterclass de Jacques Gamblin qui est complète. Oui. Et par contre la masterclass d'Olivier Marchal n'est pas encore complète. Oui. Alors foncez justement. Et puis aussi, je tiens aussi à souligner que pour l'ATCA, à partir de demain, la Galerie Exit lance du coup son exposition pendant 2 semaines sur une petite rétrospective sur Jacques Gamblin. Et le vernissage aura lieu ce vendredi à 19h. Parce que traditionnellement, la Galerie Exit est associée à l'ATCA et pour les manifestations, a priori, de... Tout à fait. Voilà. Et donc on va commencer notre programme, nous, sans plus tarder, les sorties de la semaine, mon cher Guillaume, qui est la plus grosse sortie de la semaine. La plus grosse sortie, j'avais oublié que c'était cette semaine, c'est Tron Ares, donc le 3e volet de la licence Tron, donc de Joachim Ronning avec Jared Leto, Greta Lee et Evan Peters. De quoi ça parle? L'étonnante aventure d'un programme hautement sophistiqué du nom de Ares envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre de l'humanité avec des êtres dotés d'une intelligence artificielle. On va écouter un extrait. J'ai créé l'intelligence artificielle la plus avancée de l'humanité. Un soldat ultra rapide, d'une force surhumaine. C'est l'arme la plus dangereuse au monde, capable de réfléchir. J'ai oublié de dire que ce sera dans vos plus grands multiplex, donc l'Étoile du Lac Aix-les-Bains et au Pâté Chambéry. Je n'en ai vu
Aucun, perso. Moi, je les ai vus. J'ai toujours eu envie de voir l'héritage. J'avoue ne pas être très très fan. À chaque fois, je trouve que c'est magnifique, mais côté émotion, il y a rien. Donc en fait, c'est des belles coquilles vides, quoi, Tron. Et là, celui-là, encore une fois, j'ai envie de le voir. Ouais, moi, c'est pareil. Mais je sens que je vais être déçu. En plus, il a eu l'air d'être fait pour faire plaisir un peu à Jared Leto. J'ai eu l'impression. Enfin bon, ça a l'air d'être un peu. On verra. Est-ce que ce sera mieux qu'un Morbius 2 ? L'esthétisme est vraiment très très toujours. impressionnant. Il y a une DA qui a l'air quand même toujours. propre. Oui. Et la musique, on en écoutera un extrait tout à l'heure, mais cette fois-ci, ce n'est plus Daft Punk, mais le groupe Nine Inch Nails, et qui du coup délivre toujours une bande son bien techno, bien plaisir. Puis dans la continuité, on aurait pu dire c'était mieux demain, alors donc avec Tron Ares. Oui. Mais non, là c'est le titre de ce film, c'était mieux demain, et qui est une comédie qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté de Vinciane Milro avec Elsa Zilberstein, Didier Bourdon et Mathilde Leborgne. C'est l'histoire d'une petite famille dans une petite bourgade française, Hélène, Michel et leurs 2 enfants qui coulent des jours heureux dans l'insouciance des années 1950. Soudainement propulsé en 2025, alors ça va faire drôle, le couple découvre un monde moderne à l'opposé de celui qu'ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l'ombre de l'époux, c'est une révolution, mais pour Michel, qui voit ses privilèges d'homme voler en éclats, c'est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d'antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos. On écoute un extrait. Moderne. C'est formidable, on va pouvoir leur vendre. Ah, c'est hors de question. Qui rapporte de quoi sustenter toute la famille? Eh, où ça va? Tu pars pas à la chasse à l'ours tous les matins non plus. Non. Voilà. Je me passerai de Mais ça, je commentaires. m'en doutais que tu allais dire ça. Mais en même temps, je trouve que c'est assez sympa. Le synopsis est assez sympa. On a rarement vu dans ce sens-là. C'est souvent un retour dans le passé. On a quand même vu Les Visiteurs. Oui, bien sûr. Ouais, non, mais... C'est souvent dans ce sens-là, justement. Oui, mais là, c'est une comédie un peu plus sociale par rapport à ça. Et ça peut être rigolo. Alors, Oui. en même temps, j'ai peur que ça s'essouffle, mais je sais pas trop parce que c'est toujours le même problème avec ce genre de film, c'est que tu vois quasiment tout dans la bande-annonce, quoi. Là, le problème, qu'il y a c'est que rien à montrer, je pense. Le problème, c'est que moi, même la bande-annonce m'a pas fait Je rire. trouve ça rigolo. Alors que le Bon, ça postulat, ressemble je suis plus, d'accord hein, que le mais bon. postulat de base aurait pu être intéressant, mais je trouve que niveau bande-annonce, ça ne vend pas. Moi, je suis toujours un peu inquiet par rapport à ça. Puis, c'est vrai que moi, j'ai un peu tendance à me dire, on peut attendre un peu que ça passe ailleurs. Ouais. On est d'accord. Je devrais pas dire ça, mais. Donc finalement, t'as pas tellement envie de le voir, quoi. C'est Si, ça. j'ai envie de le voir, mais peut-être pas au cinéma tout de suite. Voilà. Autre sortie, c'est DreamWorks, Gabi et la Maison Magique, le film, parce que ça vient d'une série, ça sera disponible au Toiles du Lac et au Pâté, c'est réalisé par Ryan Crego, avec Laila Lockhart-Craner, Kristen Wiig et Gloria Estefan. Gabi part pour une virée en voiture avec sa grand-mère Gigi vers la ville imaginaire de San Francisco. Mais lorsque sa précieuse maison de poupées tombe entre les mains de Vera, une femme excentrique dangereusement obsédée par les chats, Gabi va partir à l'aventure, cette fois dans le monde réel, afin de récupérer ses Gabi-chats et sauver leur maison avant qu'il ne soit trop tard. On écoute un extrait. Veux-tu venir à San Francisco avec nous? C'est parti. On est arrivé. La maison. Et c'est un film DreamWorks. pour les. Pour les bouts de chou. Et là, C'est pas le prochain pour les bouts de chou? Là aussi, même si ça a l'air un peu plus, un peu pour les plus grands quand même, mais Ça a l'air. là franchement, non, Gabi et la Maison Magique. Par contre, j'ai vu 2-3 fois la bande-annonce au cinéma en allant voir d'autres films. J'ai un peu l'impression que c'est le genre de film où on prend nos enfants pour des débiles quand même. D'accord. Franchement, c'est ultra kitschouille, ça a l'air niais, enfin bref. Ouais. Ça Allez manque voir un autre peu chose, de peut-être aller voir caractère. l'autre film d'animation qui est Oui, cette qui semaine. s'appelle Super Grand Prix. Donc, il sera aux Toiles du Lac et au Pâté comme Gabi et la Maison Magique de Waldemar Fast. Donc, et d'Arrêt. C'est amusant. Oui.
Ça s'appelait Fast pour un Oui, film, c'est vrai, super exactement. grand. Vin Diesel s'appelle bien Diesel. C'est vrai. C'est bon. Donc, ça parle de Eda qui rêve de devenir championne de course automobile. À l'approche du Super Grand Prix, elle saisit l'occasion de rencontrer son idole Ed, un pilote de légende. C'est alors qu'elle décide de prendre son destin en main et de réaliser l'impossible, prendre le départ et gagner la plus grande course de sa vie. On écoute un extrait. Dans ce Super Grand Prix. J'espère que je n'ai rien raté. La victoire est pour... Moi aussi, je pourrais piloter et gagner le Grand Prix. Voilà, donc c'est avec des petits animaux qui font des courses de voitures. Ouais, ok. Pourquoi pas. Bon, ma foi. Voilà. Mais sinon, dans un autre peut-être registre, non, ça a l'air totalement. aussi, C'est un film d'horreur. C'est Good Boy, qui est une séance unique le samedi 11 octobre à 22h au Pâté, de Ben Leonberg avec Shane Jensen, Ariel Friedman et Larry Fessenden. C'est l'histoire d'un chien loyal qui comprend que des entités obscures menacent son compagnon humain. Le courageux animal doit se battre pour protéger celui qu'il aime le plus. On va écouter un extrait alors, d'horreur. Ah, on ne saura pas plus. Hein. Et oui, parce que c'est le chien. Oui, l'idée a l'air super cool parce que tout est vu du point de vue du chien. Ouais. Donc ça passe sous sa casse, je pense. Mais j'adore l'idée de base. Alors moi j'ai deux choses. Déjà, ça me fait beaucoup rire que le réalisateur pour un film sur un chien s'appelle Leonberg. Voilà, c'est vrai. T'as raison. Alors je l'ai pas là. Ah, bah, c'est une race de chien. C'est des gros chiens. Il a raison. Et par contre, pourquoi ce film ne sort que ce samedi 11 octobre ? Parce qu'en fait, à la base, c'était pas prévu pour sortir au cinéma, sauf que le concept a tellement fait du bruit sur Internet qu'ils ont prévu quelques séances, mais le but c'est que le film sorte rapidement en plateforme et tout ça. Ah super. C'est pour ça qu'ils font des sorties limitées, c'est-à-dire on fait qu'une sortie, comme ça on a pas de chronologie. Ça c'est la manière d'avoir des prix, ça voilà. Aussi, et puis d'éviter la chronologie des médias. Donc puis ça peut amorcer un peu, peut-être un public. Hein, mais l'idée me plaît beaucoup. L'idée est très intéressante, surtout que le film du coup est très court, je crois qu'il dure 1h10. Ouais, c'est bien. Ce qui est bien pour un concept comme ça. Il y avait EO qui avait ce concept-là aussi, non ? Ah bah EO, du coup, c'était tout du point de vue d'un âne. Oui, bah là, c'est bien tout du point de vue du chien. C'est ça. Sauf que là, on est dans un film d'horreur. Alors que EO, c'était vraiment une errance et tout ça. Bah, voilà. Dans un même genre, il y avait Baxter, avec un chien. Ouais, c'est à peu près le côté un peu... Enfin, c'est un peu horrifique aussi. Et sinon, il y avait aussi Babe, le cochon devenu berger. Ouais, mais t'es pas si subjectif que ça dans Babe. Bah non, puis il parlait. Donc, sympa. Oui. Non, c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est du point de vue du chien, mais il ne parle pas. Et pareil que pour EO, c'est-à-dire qu'on était du point de vue de l'âne, mais l'âne ne se met pas à parler ou d'avoir des pensées. Anthropomorphisme du côté donc du chien, mais voilà, il reste à sa place de chien. Tout à fait. Autre sortie, c'est Nouvelle Vague qui sortira au Victoria, à l'Astrée et au Forum. C'est réalisé par Richard Linklater et avec Guillaume Marbeck, Zoé Dutch et Aubry Dulin. Ceci est l'histoire de Godard. Tournant un bout de souffle, raconté dans le style et l'esprit de Godard, tournant un bout de souffle. Au cinéma. Voilà. La caméra, le mouvement, on écoute un extrait. Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, bien sûr, on a Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc Godard. C'est lui le vrai génie. Du moins, c'est ce qu'il te dira. Je suis prêt à réaliser. Eh ben, ça a l'air pas mal. Pourquoi pas ? Alors d'ailleurs, l'acteur qui joue Belmondo. Oui, j'étais impressionnant. Ah ouais, il est assez proche. On verra s'il fait. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, eh bien, allez vous faire foutre. Il va forcément le faire. Et Zoé Dutch, je trouve Jean Seberg. Une bonne idée. Je sais plus la fille de qui c'est déjà. Zoé Dutch. Son papa et de sa maman. Non, mais c'est quelqu'un de connu. Oui. Alors, c'est pas Laurent Dutch. Mais je pensais que tu le savais. Je viens le retrouver, mais en effet, c'était la compagne d'un célèbre, je crois que c'est Romain Gary, il me semble. Jean Seberg. Ah, Jean Seberg, oui, bien sûr. Il l'avait d'ailleurs fait tourner, parenthèse. Oui. Et puis Jean Seberg avait eu aussi une histoire d'amour avec Clint Eastwood pendant le tournage de la Kermesse de l'Ouest. Oui. Léa Thompson. Ah, Léa Thompson.
Ah oui, Léa Thompson, Retour vers le futur. Elle était très séduisante, Jane Seberg. Tout à fait. Météore, mon cher. Alors, Météore de Hubert Charuel et Claude Lepape avec Paul Kircher, Idir Azougli et Salif Cissé. Diagonale du vide. 3 amis inséparables. Tony est devenu le roi du BTP, Mika et Dan les rois de rien du tout. Ils ont beaucoup de rêves et pas beaucoup de chance. Après un nouveau plan raté, Mika et Dan doivent se sauver d'ici. Et même se sauver tout court. Ils se retrouvent à bosser pour Tony dans une poubelle nucléaire. Est-ce le début d'une nouvelle vie ou la fin de tout? On écoute un extrait. Arrête. Une personne vous accuse du vol de son chat. Mec, qu'est-ce que tu fais? Il est extrêmement moche. Moi, impossible qu'il me ressemble. C'est impossible que c'est moi. Viens coller GPS en dessous les pattes. Jette-le par la fenêtre. Attention là. T'as encore des poils là, regarde sur ton blouson. Je me suis coupé les cheveux. On a les mêmes cheveux. Je suis blanc vénitien. Vous comprenez la gravité des faits? Ouais, bon, une petite comédie. Mais le synopsis, en fait, m'a pris au dépourvu. Il y avait trop de trucs mis l'un à côté de l'autre. Il est spécial. Ouais, c'est spécial, ouais. Et puis, autre sortie, encore pour les Bouchous. Mon cher Vincent, qu'est-ce que c'est? C'est La princesse et le rossignol de Arnaud Demuynenc, Victoria Lastré. 3 histoires douces et pleines de poésie où de jeunes héros prennent leur envol. Un tout petit oiseau qui défie un plus grand que lui, un jeune moine qui suit un moineau au-delà du temple, une fillette curieuse qui rêve de liberté. Chacun à sa façon écoute son cœur et part à la découverte du monde. Un programme tendre et inspirant pour les tout petits qui célèbrent la curiosité, la liberté et l'enfance. Voilà, un beau programme quand même. Autre sortie, cette fois-ci, seulement Victoria, c'est Berlinguer, la grande ambition de Andrea Segre avec Elio Germano, Stefano Abati et Francesco Acquaroli. Ça se passe en Italie en 1975. Enrico Berlinguer, chef du plus puissant parti communiste d'Occident, défie Moscou et rêve d'une démocratie nouvelle. Entre compromis historiques et menaces venues de l'Est, le destin d'un leader prêt à tout risquer pour ses idéaux. J'ai l'impression que c'est déjà vu et revu, ça. On a déjà vu des genres de films le comme parti ça. communiste italien et compagnie. Enfin, je sais pas. Ah oui, bah ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un excellent film que j'avais vu il y a quelques années sur un communiste qui s'était fait tuer par la mafia sicilienne. Ça s'appelait I Cento Passi, donc les 100 pas. C'est un très 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 beau film. Je pense qu'il est difficile à trouver, mais c'était assez bluffant. Nos jours sauvages, disponibles au Victoria de Vasilis Kekatos avec Daphné Patakia, Nikolakis Zejinoglou et Stravos Tsoumani. Je crois que c'est grec. Oui, semblerait en effet. En rupture avec sa famille, Chloé, 20 ans, est recueillie par un groupe de jeunes itinérants. À bord de leur van, ils sillonnent la Grèce des oubliés, venant en aide aux plus démunis, moyennant des combines pas toujours légales. À leur contact, Chloé expérimente une nouvelle vie, plus libre, plus intense, où tout peut s'arrêter demain. Pas d'extrait, puisque la bande-annonce doit être en grec. Tout à fait. Et du côté de nos amis de chez Cinéphilex, un film du patrimoine, Palombella Rossa, qui sortira seulement au Victoria. C'est de et avec Nanni Moretti, mais aussi Silvio Orlando et Mariella Valentini. Et quand c'est Nanni Moretti, c'est toujours bien. Silvio Orlando est un très bon acteur aussi. Et le synopsis donne très envie. À la suite d'un accident de voiture, un jeune député communiste, Michele Apicella, est brutalement frappé d'amnésie. Des amis d'une équipe de water-polo viennent inopinément le chercher pour un match. Au cours de la rencontre, les souvenirs et réminiscences ressurgissent, notamment sur son enfance et ses débuts au PCI, faisant naître chez lui des réflexions sur la politique, les médias, le cinéma, sa vie. Mais plus le match avance, plus la tension monte, avec son entourage, dans sa tête et aussi dans la piscine. Donc voilà, un huis clos dans une piscine avec un amnésique qui retrouve des souvenirs. C'est bien du Nanni Moretti. Ouais. Mais c'est toujours, c'est toujours très amusant. J'avais beaucoup aimé son dernier film, Vers un avenir radio, je crois que c'était. J'avais bien aimé Abemus Papam aussi, moi. Et Abemus Papam. Ouais. Mais Vers un avenir radio, ouais, c'était quoi? Je prends la glace. Non, c'est je vais me coucher. Congelato. Voilà. Ouais, Congelato. J'ai vu à Cannes celui-là. Ouais. Très 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 bon film. Et ben écoutez, c'est tout pour les sorties de la semaine. On va se faire une première pause musicale et vu que Tron Ares sort demain, on va s'écouter un extrait de sa bande originale de Nine Inch Nails. Et c'est une chanson qui s'appelle As Alive As You Need Me To Be. Et on revient tout de suite après pour parler des sorties de la semaine dernière. 92.1 Les bonnes ondes de Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent.
Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Toujours en compagnie de Guillaume et Vincent. Toujours. On rappelle également plusieurs choses, que vous pouvez toujours retrouver toutes les émissions de la 16/9e sur la chaîne YouTube Radio Grand Lac. Il y a 80 émissions en replay. Oui. Les dernières fonctionnent bien, donc nous vous remercions très chaudement. Et puis on rappelle aussi que ce week-end, c'est le salon du chocolat au salon Lamartine à Aix-les-Bains au Casino Grand Cercle. Et ce sera donc le samedi et le dimanche de 10h à 20h et le dimanche seulement de 10h à 19h. Voilà, c'est un événement Radio Grand Lac et donc c'est important de le rappeler que c'est ce week-end au casino. On va enchaîner du côté de notre émission avec les films sortis la semaine dernière et donner nos avis. Mais avant cela, quels sont les films encore disponibles en salle et que nous avions déjà préalablement conseillés? Il y en a de moins en moins. Oui, tout à fait, puisqu'il y a encore le film d'animation Les Bad Guys 2. Oui. Le film Sirat, c'est la Palme d'Or. Hein, non, c'est le prix du jury. Ah oui, le prix du jury, c'est ça. D'accord. Grand prix du jury, je sais jamais. Alors, il y avait dissension parce qu'il y en avait un qui recommandait absolument Une bataille après l'autre et notre ami Vincent qui le déconseille fortement. Bon, vous ferez votre avis. Par contre, Kevin déconseillait toujours Conjuring, l'heure du jugement. Enfin, avis réservé, on va dire. C'est-à-dire, si vous aimez, voilà, pourquoi pas. Par contre, il déconseillait fortement Connemara. Et il serait peut-être temps d'enlever des salles. Et par contre, tu vas nous parler des films que tu as pu voir en salle. Donc, le premier, donc, on part sur l'adaptation de Stephen King, Marche ou crève, justement. On a évoqué déjà lors de la précédente séance. Oui, parce que Stephen King. Je l'ai vu il y a 10 jours et c'est un film qui me reste indéniablement en tête. D'autant plus que c'est un bon film. Voilà, d'autant plus que je vois que les aigris de l'internet et donc l'élite du Twitter semble désapprouver le film en disant que c'est inintéressant, qu'il n'a rien à dire et que c'est une adaptation ratée. Alors que les Américains ont trouvé cette adaptation très réussie. Je pense qu'il ne faut pas être aigri, il ne faut pas faire la fine bouche. Moi, j'ai trouvé que c'était un film d'une remarquable tension, avec beaucoup d'émotion, parce que dès lors que il se passe une horreur, on est vite saisi par la tragédie que l'on voit sous les yeux. Et je répète encore que le casting de jeunes comédiens est absolument épatant. On a le fils de Philip Seymour Hoffman, qui je pense il va partir sur une carrière équivalente à son père. Et puis on a ce jeune acteur qu'on avait pu voir dans Alien Romulus, qui s'appelle, je vais vous retrouver. J'y suis. Je vais le nom, David Johnson, qui lui, je pense, dans moins de 10 ans, il a un Oscar de meilleur acteur. Lui, c'est impressionnant. Mark Hamill. Moi, je suis très curieux de voir Mark Hamill, qui justement est un peu cantonné aux adaptations de Stephen King. Mais pour ceux qui ne sauraient plus qui est Mark Hamill, c'est Luke. C'est Luke Skywalker. Et là, c'est amusant de le voir en plus dans un rôle à contre-emploi, parce que c'est l'antagoniste. On a rarement vu Mark Hamill dans le rôle de l'antagoniste. Ça faisait un bon petit moment. Oh non, ce ne serait oublié le mémorable Joker de la série animée quand même. Oui, bien sûr qu'il a été c'est peut-être le plus grand Joker. Hein, oui, en termes celui qui faisait la voix du Joker dans les dessins animés. Mais en côté live action, on l'a peu vu dans le rôle du méchant. Tout à fait, non. Et là, c'est surtout ce qui est amusant, c'est qu'il ne quitte jamais ses lunettes de soleil. Donc, t'as même limite envie de dire, si tu ne savais pas que c'était Mark Hamill. Ah oui, moi j'ai du mal à le reconnaître. Franchement, c'est impressionnant. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était. Il fait une belle fin de carrière, je trouve. Oui. Il a un bon début, un milieu bof, un grand désert quoi. Et la fin de carrière est plutôt jolie. Disons que le rôle de la Guerre des Étoiles l'a quand même vachement happé. C'est ça, et puis surtout maintenant il est dans une génération où les enfants qui l'ont vu gamin sont devenus réalisateurs et donc ils font appel à lui. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Un peu comme certains, qui, comme Burton, tout ça, appelé des Christopher Lee, des Vincent Price, des choses comme ça. Pour en revenir à Marche ou crève, c'est un roman qu'il a écrit récemment. Non, fin des années 70. C'est le seul roman qu'il a écrit sous un pseudonyme avec Running Man, il me semble. Et Richard Bachman. Alors. Voilà, Richard Bachman, tout à fait. Et ça fait partie des deux œuvres les plus noires et pessimistes. Mais ça, elles sont un peu proches. Elles
Elles ont un peu un terrain d'entente dans le côté, où il éreinte l'humanité qui est en nous au travers d'épreuves plus que difficiles et le côté retransmission à la télé. Oui, voilà, avec le côté médiatique aussi qui en rajoute forcément et puis qui dénonce une Amérique qui finalement s'est bien exaucée d'une certaine manière, pas au-delà mais quand même un petit peu et c'est toujours je trouve très intéressant dans les films comme Marche ou crève ou dans d'autres films réalisés par Francis Lawrence comme Hunger Games de voir les jeunes qui payent le prix fort des erreurs de leurs aînés. Je trouve que c'est en tout cas, moi, j'ai trouvé ça éternel recommencement. Un éternel recommencement. Les parents boivent, c'est toujours les enfants qui trinquent. Hein. Oui. C'est ce qu'on dit. Très belle réplique. Et puis l'autre sortie, c'était Un simple accident, la Palme d'Or de cette année au Festival de Cannes. Je vais pas vous mentir, c'est une Palme d'Or un petit peu timide. Donc c'est un film réalisé par Jafar Panahi, qui était ce réalisateur iranien qui nous avait proposé Taxi Téhéran il y a quelques années, qui avait quand même fait parler de lui. Et c'est un réalisateur qui a donc une relation très tumultueuse avec le gouvernement iranien parce qu'il a été enfermé plusieurs fois. Et pour Un simple accident, il a tourné sans aucune autorisation. Il a tourné en douce, dans son pays. Donc d'où des fois peut-être certaines scènes un peu approximatives, j'ai cru comprendre. Voilà, et puis aussi le fait que on n'est jamais dans des décors où il y a beaucoup de monde. Il y a quand même un moment dans un hôpital, mais après le reste c'est très désertique. Mise en scène de circonstances, quoi. Voilà. Après l'histoire reste quand même elle est très matinée d'humour noir. C'est-à-dire qu'on parle quand même de quelqu'un qui croit reconnaître son tortionnaire et qui va donc le kidnapper et qui au moment de le tuer commence à avoir un doute et du coup va commencer un périple pour rencontrer d'autres victimes de ce possible tortionnaire pour savoir si eux le reconnaissent. D'accord. Et alors donc ça devient assez comique parce que ça devient tellement énorme la situation où il commence à finir par être 10 dans le van limite. Ça le dépasse un peu finalement. Voilà, et du coup c'est un film qui est aussi drôle, grinçant, qu'il n'est aussi assez choquant et la dernière scène vaut vraiment le détour. Je n'en dirai pas plus, mais la dernière scène est particulièrement glaçante et fonctionne seulement grâce à un son. Et voilà, franchement, là, je me suis dit, ok, d'accord, là pour ça, c'est un très bon film, mais est-ce que j'aurais nommé Palme d'Or ? Le synopsis me fait vraiment beaucoup penser à Incendie de Denis Villeneuve, mais je sais pas pourquoi. Incendie, c'est un peu particulier parce que c'est les enfants d'une mère décédée qui essayent de retrouver leur père et leur frère. On va pas dévoiler la fin. Ça faut pas spoiler. Incendie, et pour moi, comporte l'un des meilleurs twists de l'histoire du cinéma. C'est quel acteur, Incendie ? C'est avec personne de connu. Voilà. Mais c'est réalisé par Denis Villeneuve, qui a fait Dune, Premier Contact. C'est vraiment un chef-d'œuvre, ça me fait penser à ça, D'accord. Je connais pas. Moi, ça m'a plus fait penser à un autre film que je vous conseille chaudement, qui s'appelle Les Voies du Destin, avec Colin Firth, Nicole Kidman et Hiroyuki Sanada, où en fait, je crois que c'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un ancien vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui s'appelait Lomax, il me semble, et qui a été torturé par les Japonais. Et donc, 20 ans après, il décide de retourner au Japon pour retrouver son tortionnaire et pour en quelque sorte, entre guillemets, finir la conversation qu'ils ont eue. Et voilà, c'est une belle histoire. Ça me fait penser à la fin de Furio, ça. Non, mais voilà. Un petit peu. Oui. En fait, c'est un peu... Furio, il y avait encore c'est un peu Furio 2... Si ça ne s'était pas terminé quoi. Voilà, et c'est un très beau film, Les Voies du Destin. Ça a l'air intéressant. J'en avais entendu parler de ce film là aussi. Donc tu recommandes quand même ? Je recommande quand même Un simple accident. C'est pas la plus grande. C'est pas une très grande palme. Oui, mais c'est pas Titane quoi. Mais c'est pas Titane. Tout à fait. Et donc côté conseil télé, qu'est-ce que vous nous proposez ? Moi, ça va être très rapide puisque lundi 13 passe un film que j'apprécie plutôt bien, que j'avais vu au cinéma et que je revois. Je dois bien le revoir une fois par an. Il passe sur TF1 série film, donc c'est Wasabi de Gérard Krozik avec Jean Reno, Michel Muller et je me rappelle plus de l'actrice japonaise.
Et donc c'est le commissaire Ferrontini qui va retrouver la fille qui ne savait pas qu'il avait au Japon suite au décès d'une ex-amoureuse, et ça va l'emmener à lutter contre la mafia japonaise et tout ça. Et il y a des moments vraiment très comiques. Ouais. Il y a une scène notamment qui avait été filmée par Luc Besson dans un magasin où en fait c'est en plan large et on voit la fille faire des emplettes et lui il casse la gueule à tous les hommes de main et tout ça. Où il est avec un club de golf, il se bat. Oui, c'est après ça. Oui. Et sur la musique, en plus c'est sur du Prodigy là quand il est dans le magasin, c'est vraiment. En fait, ce film, moi j'adore parce qu'il a des relents des personnages de Frédéric Dard comme San Antonio. Il a un côté un peu caustique, très caustique et très avec de l'humour. Il y a du San Antonio, on pourrait même des fois dire il y a un peu de Nicky Larson. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est mieux que le film San Antonio, en tout cas, ça c'est sûr. San Antonio, c'est une purge. Mais c'est bien, je trouve qu'il y a un bon rythme. C'est très punchy au niveau de la comédie. Oui. Sinon, moi je peux vous proposer, puisque c'est de bonne loi, puisque on va en parler après, c'est Skyfall de Sam Mendes et qui est le précédent avant Spectre dont on va parler et qui se déroulera sur France 2 à 22h45 le dimanche 12 octobre. Voilà. Et avec Judi Dench pour moi c'est un des meilleurs d'ailleurs de la franchise avec Daniel Craig. Mieux que j'en parlerai après, mais moi je trouve que c'est une purge. Moi je l'aime pas. C'est ça, elle a pas aimé. J'aime bien parce que je l'aime, mais vraiment. J'adore ce film. Je l'aime pas du tout, mais parce qu'il est long. Il est assez long, c'est vrai. Je trouve que le méchant, il est nul. Tout le monde le salue. Javier Bardem. Il est extraordinaire. C'est une catastrophe. Non, mais il viendra. Je suis persuadé qu'un jour. On va parler là. Il rend hommage. Non, on n'en parlera pas cette fois-ci. On mais on fera des références. Je trouve qu'il rend hommage à une saga qu'il a lui-même rebootée, donc ça va pas du tout. Enfin, moi ça m'a. C'est-à-dire la saga Bond, il fait des références sur les sièges éjectables qui n'ont plus lieu d'être, puisque la saga a été rebootée depuis le Casino Royale. Moi, je trouve que ça fonctionne pas des masses. J'ai l'impression de voir maman, j'ai raté l'avion quand il est dans la maison à la fin. C'est pas la faute de Javier Bardem. Mais je m'en fous de Javier Bardem. Là, je te parle du film. Le film, moi, mais la fin est géniale. Il y a des très bonnes idées. Attention, il est très bien réalisé, mais moi, je trouve que la fin, la fin, elle est abjecte. Génial. Ce coup, moi, j'ai l'impression de voir. La seule déception que j'ai, c'est pourquoi finir sur un coup de couteau. Ça, c'est vraiment ma déception. Je trouve qu'il en fait des caisses, Javier Bardem. Parce que je trouve que le méchant est tellement bien que finir par un simple coup de couteau dans le dos. Moi, je trouve qu'il a pas que c'est symbolique. Il a pas l'ADN d'un Bond. Enfin, c'est ça qui m'embête. Tu y viendras. Peut-être que j'y viendrai. Pas Spectre non plus. Alors disons Spectre, l'ADN des Bond. Mais en fait, ce que je trouve intéressant avec Skyfall, c'est que j'ai l'impression de voir une autopsie du genre Bond, quoi. C'est-à-dire qu'on va vraiment décortiquer. C'est qui James Bond? Moi, je trouve qu'on l'a tellement éloigné. On a déjà abordé la troisième partie, les gars. Là. Moi, je trouve qu'on l'a tellement éloigné, Skyfall, de ce qu'on faisait avant, que je reconnais plus James Bond là-dedans. C'est possible. Ce choix télé, moi. C'est possible. Mais on en parlera. On en parlera aux 20 ans de Skyfall. On fera une spéciale Skyfall. Voilà, peut-être que je l'aimerais. Mais par contre, je sais reconnaître les qualités, mais moi, ça ne passe pas. D'accord. Pas du tout. Mais t'as le droit. Écoutez, on va faire une deuxième pause musicale avant de consacrer notre focus au 4e opus de Daniel Craig dans le rôle de James Bond, c'est Spectre, puisqu'on fête les 10 ans de Spectre ce mois-ci. Et on va pas s'écouter tout de suite la chanson de Sam Smith, je vous le réserve pour la fin. On va s'écouter, parce que vu qu'on a écouté un peu de Tron Ares, on va s'écouter un peu de Tron l'héritage, Daft Punk D'Erased, et on revient tout de suite après. Inspiré, expiré. Vous écoutez Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique qui est toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Et Guillaume et Vincent sont présents pour la dernière partie de l'émission. Oui, cinéma toujours. Consacrée à l'anniversaire des 10 ans de Spectre. Alors d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on n'a pas fini de parler de James Bond avant la fin de l'année, puisque on aura 2 autres James Bond, on va fêter l'anniversaire avant fin de décembre. Donc un par mois,
donc ça va être amusant. Et ce sont lesquels? Ah, est-ce que je le dis déjà? Bon, le mois prochain, on fêtera les 30 ans de GoldenEye. GoldenEye, c'est pas mal. Et dans 2 mois, on fêtera les 60 ans d'Opération Tonnerre. C'est le top aussi, voilà. Ah bah c'est un grand classique maintenant, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais avant cela, donc les 10 ans de spectacle. Alors déjà 10 ans dans la gueule, ça fait mal. Ouais, je l'ai vu au cinéma, je me rappelle que c'est quoi, j'avais fait la nuit et j'allais le voir complètement déphasé, mais un grand souvenir. Ah, moi je me souviens de l'avoir vu en avant-première une semaine avant la sortie où je sais plus quoi, il y avait eu une séance une semaine avant, en semaine, et enfin voilà, c'était un film que j'attendais évidemment énormément, donc le 4e volet de James Bond avec Daniel Craig, toujours réalisé par Sam Mendes qui revient derrière la caméra après Skyfall. Cette fois-ci, côté casting, on a Léa Seydoux, on a Christophe Waltz et Dave Bautista, et on retrouve Ralph Fiennes. Et on retrouve Ralph Fiennes qui était déjà là pour Skyfall. On retrouve aussi Naomi Harris, on retrouve Ben Whishaw et Andrew Scott et Monica Bellucci, qui incarnera du coup la James Bond girl la plus entre guillemets âgée. Le petit acte manqué malheureusement pour elle, mais elle l'aura été quand même. Elle aura été quand même James Bond girl, donc pourquoi pas. Mais est-ce que c'est vrai qu'elle n'a pas un rôle très intéressant? Ma femme te dirait c'est l'un des pires baisers qu'elle a vu au cinéma. Elle a horreur de cette scène. Elle dit mais tu sais, ouf la bouche, elle me dit toujours. Avant de décortiquer le film, quel est votre avis global sur ce spectre? Moi c'est l'un ou peut-être numéro 2 que je préfère avec Daniel Craig, parce que je trouve que après 3 épisodes, on a enfin le vrai James Bond. C'est le moment justement où il maîtrise bien son rôle, où je veux dire même le personnage est vraiment installé. On retrouve le schéma classique justement. James Bond, première mission, bon là qui est en lien avec la suite. Je veux dire, briefing, on part en mission, grand décor, grand méchant, grosse explosion, petit gadget par-ci par-là. On a également justement le retour du spectre qui est appréciable, même si on pourrait critiquer le fait qu'on ait raccordé les wagons avec les 3 précédents, ce qui est un peu finalement un peu rentré au forceps. Au forceps, ça on est d'accord. Qu'est-ce que j'apprécie également, le retour de Dave Bautista, qui soit un ersatz, on va dire, de requin justement, quelqu'un d'inarrêtable. J'ai beaucoup aimé. Finalement, il est la continuité de ces grands hommes de main. Comme mais ils avaient besoin d'un gars un peu. Mais comme requin, T.I. ou notre cher ami de Robert Shaw aussi. Robert Shaw, mais même je vais dire dans Octopussy, Gobinda. Gobinda, en fait, de ces hommes de main qui ne parlaient pas. Alors que Robert Shaw parlait, mais ces hommes de main qui ne parlaient pas et qu'en fait qui étaient à qui il faut casser la figure. Je veux dire, en plus c'est le retour avec c'est le retour avec aussi des beaux décors, tu sais, notamment c'est en Autriche, je crois. En Autriche, à Solden, j'y étais. D'ailleurs, je vous invite à aller en Autriche et à Solden, puisque si vous montez en haut de la montagne, vous avez désormais un musée Bond, là où ils ont tourné cette fameuse séquence de cascade avec l'avion qui. Et puis justement, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le retour un peu de certaines scènes d'action, un peu what the fuck, mais bon, appréciable quand même, où il pète les 2 ailes de l'avion et puis il rentre dans une bagnole. Voilà, du pur James Bond, je trouve. La scène d'entrée est quand même pas mal ça se déroule donc en Italie, c'est ça? Non, au Mexique. Au Mexique, pardon, oui, au Mexique. C'est surtout un énorme plan séquence de départ. Et avec tout ce qui a trait à l'action qui se déroule dans l'hélicoptère. C'est pour ça que je trouve qu'il a vraiment l'âme des James Bond originaux. D'accord, mais bon. Et alors, dis-nous pourquoi. En fait, je trouve qu'il est très prétentieux au même titre que beaucoup de James Bond interprétés par Daniel Craig. On perd le côté glamour, le côté un peu élégant et le côté un peu léger de la franchise James Bond.
et en plus, il y a une chose, moi, qui me marque, c'est que vous remarquerez que dans tous les autres James Bond, il y a une histoire complète. C'est-à-dire que on peut voir le James Bond du début à la fin, voilà, et puis c'est bon, on peut passer à un autre James Bond. Là, on est obligé, ça fait des tas de références qui sont référencées, qui font encore référence au précédent, à ce qu'il a vécu dans les précédents épisodes, Skyfall, etc. Bon, je veux bien qu'on fasse des petits clins d'œil, mais j'ai l'impression que le scénario s'étire en longueur et qu'on n'a pas réellement un début, un milieu et une fin, comme on pourrait. C'est un épisode 4, oui. Mais toute la saga Craig est un. En fait, c'est ça. C'est comme une grosse série, hein. Voilà. C'est vrai. Et moi, je pense qu'ils ont tiré. Bon, ça, c'est volontaire. Skyfall est un peu indépendant. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'aime bien Skyfall, parce que il y a un côté qui se termine dans Skyfall. Alors après, ils rattrapent les wagons parce qu'ils ont dû certainement réfléchir pour la suite. Mais je trouve que c'est un peu tiré un peu en long. En plus, c'est de plus en plus long, hein, entre parenthèses. Là, c'est le plus long James Bond, Spectre. Hein. Mais qui sera dépassé. Hein. Il sera dépassé par celui d'après, qui a duré 2h47. Oui, c'est vrai. Ouais, mais enfin, c'est une surenchère qui est inutile à mon sens et qui n'apporte pas grand-chose à l'intrigue aussi de James Bond, et on s'y perd un petit peu, un peu comme toutes les franchises Mission Impossible, tout ça, c'est un peu, voilà, c'est trop, c'est too much. Ils veulent pour en faire trop, donc le cachet, le budget était de 250 000 ou 250 pardon ou 300 millions de dollars. Oui. Et je crois que là, ça se voit à l'écran quand même. Il a eu 39 millions de dollars de cachet quand même, Daniel Craig, pour ça. Ça a rapporté 1 milliard. Oui, mais c'était voilà. Donc l'investissement est bon. Puis il s'est pété les guibolles, je sais pas combien de fois sur le tournage. C'était sur celui-là, oui, que c'était cassé. Oui, parce que Dave Bautista, en fait. Daniel Craig a pété le nez de Dave Bautista sans faire exprès, et du coup, en réponse, Dave Bautista lui a pété la guibole. Enfin, voilà, c'est sympa. Ouais, mais c'est un catcheur, l'autre il s'est cru là. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé, Kevin? Moi de toute façon j'aimais beaucoup. Moi j'y allais déjà un peu conquis, dans le sens que j'aimais déjà beaucoup le James Bond de Craig, parce que j'avais adoré Casino Royale. Casino Royale, il y a pas de débat. Un peu moins que Quantum of Solace, et j'avais adoré Skyfall. Et en fait là, j'étais quand même très intéressé de voir que après la déconstruction du mythe, Sam Mendes allait reconstruire le mythe avec du coup ses courses-poursuites en bagnole avec les gadgets. Alors c'est bien. Je comprends ce que tu veux dire dans le manque de légèreté. Évidemment que c'est beaucoup moins léger que les Brosnan ou les Roger Moore, mais c'est peut-être le plus léger. Oui, des Craig. Parce que je pense à la blague de la voiture de 009. Oui, et puis le justement, avec le vieux avec sa Fiat 500 qui se fait du coup percuter dans la course poursuite en bagnole et tout ça. Tu sais, c'est pas mal, oui. Ça fait penser à Roger Moore, oui. Mais c'est sérieux, même dans la luminosité qui a été choisie. Au niveau de. Alors ça vient du directeur photo, voilà. Roger je trouve que c'est trop tranché. Alors c'est très sombre, très enfumé à certains moments, et puis d'une clarté aveuglante à d'autres moments. Et ça veut être, en fait, c'est très sérieux. Puis il y a une autre chose aussi qui me plaît moins dans je finirai mon avis, James Bond, c'est la musique. Moi, je suis pas fan du tout de la musique. Ah, de la chanson. Thomas Newman, là, il a fait, je sais pas, quelque chose. Ah, la musique. Ouais, la musique. Et puis la chanson aussi. La chanson est absolument nulle. Hein. Ah bon? Ah, moi, elle me reste bien. Très bien. La mélodie me reste souvent en tête. La chanson, les musiques, c'est pas David Arnold, on est d'accord, mais on la retient pas au même titre que des James Bond emblématiques, où justement la chanson est je trouve qu'elle marche bien, moi. De ça. Alors, je te rejoindrai à moitié, c'est-à-dire que la chanson, non, mais la musique de la chanson me reste souvent en tête. Parce qu'elle a la patine. Elle a la patine Bond, ouais. Et par contre. Avec ses grands violons. C'est beaucoup mieux. Je préfère la BO de Spectre que de Mourir peut attendre, par exemple. Je trouve que Zimmer n'a pas été. Était pas le bon choix pour faire du Bond. Sauf pour une dernière séquence où oui, moi, c'est vrai que c'était pas mal. Vas-y, termine. Moi, Spectre, du coup, c'était. J'ai l'impression que c'était le film qui flattait le fan de James Bond que j'étais. Et oui. C'est-à-dire, voilà, on te remet Spectre, on te remet du coup. Spoiler, du coup, ce Albert Hauser, donc interprété par Christophe Waltz, est
s'appelle en vérité Ernst Stavro Blofeld. On te remet la cicatrice. Par les cheveux. Oui, non, justement, elle n'a pas beaucoup. Mais si. Un petit Christophe Valls, oui. Un petit peu, mais pas beaucoup. Ah bah si, il y a des cheveux. Mais en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était limite le Bond anniversaire alors que c'était Skyfall qu'il était avant. Exactement. Mais en fait, voilà. J'ai beaucoup apprécié cette aventure parce que on a du coup les décors enneigés, on a les décors de sable, on a le décor de ville. Enfin, on voyage énormément. Alors, moi, par contre, j'aime beaucoup le style de Roger Deakins, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais j'avoue que je trouve que c'est le meilleur directeur photo qu'on a actuellement. De temps en temps, oui, mais tout le long d'un film, ça appesantit. Mais ça, je comprends. Je comprends aussi et que c'est pas la franchise Bond. Mais ça colle au Bond de Craig. Par contre, ça colle très bien au Bond de Craig. Oui, mais comme je dis, moi, c'est pas mon préféré. Alors, mais je comprends totalement. Mais voilà, Spectre, c'est ça. Je suis un peu moins fan, évidemment, de James Bond Girl Léa Seydoux, parce que Léa Seydoux n'est pas... C'est dommage, oui, parce que c'est vrai qu'elle manque un peu de charisme, je trouve. Tout à fait. Et pourtant, son rôle est intéressant, puisque c'est quand même la fille d'un ancien ennemi de Bond. Donc, il y a vraiment quelque chose de... Oui, il y a la conclusion de notre ami, Monsieur White. de Et puis, White. il y a cette scène que je trouve très bien réussie entre Monsieur White et Bond, où t'as ce respect d'espion qui est vraiment réussi et du coup qui lui dit bon, je sais que je vais mourir, mais est-ce que tu peux avec le respect que tu as, sauver ma fille? Pu tailler dans le gras certaines scènes, je pense. Sans doute. Le film s'égare un petit peu par moments. J'ai horreur de la scène de torture avec je la trouve nulle. La scène de la chambre d'hôtel où il est bourré comme un coin et qui parle avec la souris, tu fais ouais. Mais là, tu vois, par contre, ça montre un peu de légèreté comparé aux autres de Craig. Quand il fait grotesque. Oui, par contre, je suis d'accord. Pour cette scène-là, je suis d'accord. Mais par contre, il y a aussi de l'humour un peu dans les combats qu'il y a entre Dave Bautista où ils se foutent sur la gueule dans le train. C'est très dans amusant. Le train, ça fait référence entre parenthèses à Bon Baiser de Russie. Bon Baiser de Russie, voilà. Le costume fait référence à Goldfinger. Il y avait la partie d'échecs aussi à un moment donné, qui est une référence aussi à Bon Baiser de Russie. Et d'ailleurs, c'est émaillé de petits clins d'œil aux autres. Je trouve que c'est plus un épisode anniversaire que moi je le trouve. Moi je préfère en tout cas celui-là. Par contre, c'est un petit Christophe Valls. C'est un petit Christophe Valls. C'est un acte manqué, je trouve, en tant que Blofeld. Il s'est pas renouvelé et qu'il refait du Christophe Valls qu'il a déjà eu fait. Sûrement ce qu'on lui a demandé. Dans d'autres, Inglorious Bastard, on l'a déjà vu dans ce rôle de méchant, psychopathe, etc. Donc c'est pas, et j'aime aussi la construction du film, c'est qu'on croit qu'on a vu le climax et en fait on a la surprise d'un acte supplémentaire avec du coup ce dernier acte à Londres, la destruction du MI6 qui est toujours là. Je tiens à le rappeler, le bâtiment n'a pas bougé, mais je trouve que ça relance. Alors je suis d'accord en tant que film, mais quand tu t'enchaînes Skyfall qui faisait déjà ça. Et Spectre, tu fais c'est une redite pour moi. Ouais, mais c'est un peu comme la saga Alien qui aime bien faire t'as cru que c'était fini, mais non, il y a encore un dernier acte. Qui plus est, Alien, c'est toujours la même fin, faut toujours le balancer dans l'espace. Voilà. là en fait, je trouvais ça tu veux pas cool chez toi, là, et je trouvais ça cool, et puis surtout quand on est fan de James Bond, on se dit oh non, le film est déjà fini, et puis on se dit non, t'en as encore pour 20 minutes. Moi j'aime bien le rôle de Andrew Scott là, qui était entre parenthèses le Jim Moriarty de la série C, il l'appelle C. Il l'appelle C, oui. Ouais, voilà. Et pour connard. Le Jim Moriarty, donc l'ennemi juré de Sherlock Holmes dans la série éponyme de. Voilà. Tu l'as vu la série? Ouais, excellent. C'est peut-être ça un peu le souci. C'est que dès qu'on le voit dans le film, on se dit. Il va jouer un truc de méchant parce toi, t'es un méchant. On l'a assimilé à ce rôle-là qu'il interprète à merveille. Encore, vous l'avez pas vu dans la série Fleabag, il joue. c'est très drôle. Par contre, il joue un gentil dans Sans jamais nous connaître, qui est un plutôt beau film avec Paul Mescal. Ralph Fiennes est impeccable, par contre. C'est un très bon M. Très bonne très dans l'hommage de Bernard Lee, d'ailleurs, je trouve. Et puis qui a remplacé au pied levé Judi Dench, qui était formidable, d'ailleurs. Mais qui est revenu quand même pour le film, puisque elle a une toute petite scène. Tout à fait, oui. Tout le début du film, c'est qu'elle a laissé une VHS à Bond. Après, il y a des tas de petits clins d'œil comme ça qui sont émaillés tout au long du film, et qui sont pour les connaisseurs, les puristes de James Bond, parce que ça était déjà dans Skyfall. Oui. On revoit l'appartement de James Bond.
Oui, chose qu'on n'avait pas vue depuis Au service secret de Sa Majesté. Oui. Mais en fait, c'est le seul James Bond avec Au service secret de Sa Majesté où il tombe amoureux réellement Daniel Craig. Il tombait amoureux. Il y avait aussi dans Casino Royale. Il y a aussi Casino Royale. Oui, non, mais je veux dire, Daniel Craig avec George Lazenby, qui joue dans Au service secret de Sa Majesté. C'est la seule fois où Bond tomberait réellement amoureux. Il a envie de se poser, en fait, et de rester dans une relation monogame, on va dire. D'ailleurs, la fin du film, il prend, entre guillemets, sa retraite. Voilà. C'est ça que j'allais reprocher à faire avec Craig. Alors, dans Spectre, c'est pareil, il y a une tentative de il retombe amoureux. Et on le fait retomber amoureux de Léa Seydoux à la fin. Pas très bien fait, d'ailleurs, je trouve. Parce qu'on y croit moins. On y croit moins que, par exemple, avec Eva Green. C'était encore quoi qu'il en soit, Cocorico, parce que c'est encore des actrices françaises. Mais il y a une James Bond girl française par film de Craig. C'est incroyable. Puisqu'on a eu Eva Green, on a Olga Kurylenko qui est ukrainienne mais naturalisée française. Mais elle n'était pas à l'époque. Elle n'était pas à l'époque, mais voilà. On a Bérénice Marlowe qui a un petit rôle dans Skyfall, et puis on a laissé chose dans les deux derniers. De charmant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense que surtout devenu un peu un truc dans le cahier des charges. Voilà, c'est très amusant de voir un Anglais finir dans le lit d'une Française. En plus, elle s'appelle quand même Madeleine Swann, il faut pas l'oublier. Oui. Et qui fait référence évidemment à Marcel Proust pour la petite Madeleine dans l'histoire, et puis Swann du côté de chez Swann aussi de Proust. Tout à fait. Pour ami littéraire. Pour vraiment accentuer le côté franchouillard, mais qui passe un peu mieux que s'il l'avait appelé Pirate du Pont. Franchouillard, parce que Marcel Proust, c'est la haute là. Mais enfin voilà, on sent le côté français. Monica Bellucci, un petit rôle, une petite présence. Moi j'adore de toute façon la voir, quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas au mieux de ça. Elle n'est pas bien mise en valeur. Tu parlais de la fin du film, je trouve ça dommage justement, c'est que j'ai l'impression dans la saga Craig, à chaque fois, quasiment dans chaque film, je prends ma retraite. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, t'as raison. Et dans 3 films sur 5, il prend sa retraite. C'est ça, oui. Puis après, dès le premier, évidemment, chaque fois. Mais mais le premier, il prend sa retraite, mais finalement, à la fin du film, il reprend du service. Oui, je suis d'accord, mais dans Skyfall, il est absent, il revient. Il dit je suis usé, mais en fait j'en suis à mes débuts. Le 4 il se prend sa retraite à la fin. Puis dans le 5 il est carrément pas revenu. C'est pour presque ça, dans le je trouve que c'est un James Bond neurasthénique, je trouve. Moi j'aime. Mais peut-être plus actuel. Mais j'aime pas cette ambiance de société actuelle, quoi. Voilà, c'est tout. Ça me fait pas rêver, moi je suis désolé, voir Daniel Craig qui va s'abandonner dans l'alcool, ok, d'accord, ça fait référence à Ian Fleming qui buvait beaucoup déjà de toute façon et qui a mis beaucoup de lui-même dans ce personnage de James Bond évidemment, mais franchement ça me fait pas rêver, quoi. Moi les premiers James Bond, tu rêvais, c'est un agent secret hors norme, certes avec des choses un peu outrées, mais ça fait partie du deal du personnage. Et puis voilà. Et là, on le donne un côté, je suis fatigué, j'en ai marre, je suis désabusé. Non. Mais à la fois, c'est parce que la direction artistique est dans le côté réaliste aussi de la chose. Oui, mais moi, oui, on a compris que tu n'avais pas aimé. Je préfère le côté plus enlevé, plus glamour. Est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir un Bond différent à chaque acteur? C'est ça, parce que Timothy Dalton avait ce côté comme Daniel Craig. Parce que j'aime tous les Bonds parce qu'ils sont différents, en fait. Oui. Il n'est pas resté longtemps aussi. Oui, mais ça n'empêche pas qu'au final, il gagne ses galons avec les années. C'est peut-être un de ceux qui est le plus reconnu à l'heure actuelle. Oui, mais il ne faudrait pas le relancer comme ça chaque fois dans ce même registre, parce que c'est plombant à la longue, je trouve. Après, certains aiment, d'autres n'aiment pas. Oui, parce que on verra pour le prochain. Avec Roger Moore qui refait du Roger Moore et Sean Connery pareil, c'est pas pareil, c'est toujours aussi jouissif de les voir. Là, tu dis encore, il va encore se plaindre et être complètement je sais pas. Moi, dépressif, on va dire presque un peu. Mais c'est un bon dépressif. Déjà, il a la gueule de l'emploi entre parenthèses. Entre nous. Par contre, c'est dans celui-là qu'il est le plus beau. Je trouvais le plus charismatique. Impossible. Ouais. Je trouve quand même Casino Royale quand même. Ouais, mais il était encore. Là, je trouve vraiment qu'il est le plus charismatique. Casino Royale. Pour moi, l'acteur qui fait le job, c'est plus Pierce Brosnan. Mais bon. Oui, voilà. Oui, non mais oui, parce que je comprends totalement.
tous ceux de la génération de nos parents, dont tu en fais partie, ont une adoration pour Brosnan, mais moi aussi, qui est le James Bond de mon enfance. Moi aussi, oui. Mais j'ai aimé que Craig, en quelque sorte, propose très rapidement autre chose. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Même s'il y a certains Skyfall, moi j'ai jamais compris cet engouement. Et par contre, là où je te rejoins Vincent, c'est que si le prochain propose la même chose que Craig, là par contre je vais pas être content. Ouais, d'accord. Voilà. Il faut autre chose. Je comprends ce que tu veux dire et je suis assez d'accord. Voilà. Et en fait, ce que j'aime avec Craig, c'est que en 5 films, il a pu vraiment proposer sa vision complète du personnage. La seule chose, c'est qu'on a coupé un peu le fil de la saga d'une certaine manière, et là on l'a fermé tout de suite. Donc ça restera toujours presque, tu vois, quelque chose d'à part. C'est vrai, mais c'est intéressant. Mais c'est intéressant. Mais d'ailleurs, entre parenthèses, ça coïncide aussi avec son envie de quitter la franchise. Hein. Parce que c'est à partir de Spectre déjà qu'il voulait. Tout à fait. Je crois que c'est même à part. Il a failli la quitter après Quantum of Solace parce que la MGM était toujours en moitié dépôt de bilan. Mais Marc, il a bien fait continuer parce que 39 millions de dollars cachés. Mais après, c'est une. Comme il s'explique, c'est une. Il peut se retirer en beauté. James Bond est un métier à plein temps parce qu'après. Tu peux plus non plus te balader comme t'as envie. Faut être toujours bien apprêté. Et puis faut tu pas te fais faire mal. de vagues. Et puis tu te fais mal. Il faut être toujours bien. C'est quand même quelque chose d'être. Je pas de tenir la. Tu n'es pas que James Bond. Bien sûr. Au cinéma, tu l'es également dans la vie. Bon, il y en a d'autres qui ont fait le truc et puis qui s'en sont bien sortis aussi et puis qui ont joué de cette image-là. Il y en a plus qui décadente. Au final, Roger Moore, il a été beaucoup. Et d'ailleurs, Pierce Brosnan en a parlé. Pour moi, c'est un acteur qui est vraiment qui a été large. Mais attention, c'est qu'il faudra quand même rappeler que Craig, certes, n'a fait que 5 films, mais c'est le plus long Bond. Oui, et c'est le plus long, c'est-à-dire en termes de durée, parce que de 2006 à 2021. Oui. Oui, d'accord. Mais en fait, Roger Moore en a fait 7 et Sean Connery aussi. Non, mais tu comprends. C'est celui qui a eu tu comprends la lassitude d'un rôle qui finalement l'a gardé longtemps, et surtout que lui, il était dans l'expectative d'un épisode qui prenait du temps à chaque fois à faire. Oui, bien sûr. Moi, je vais juste dire, on verra dans quelques années, mais c'est le James Bond qui, post-James Bond, a peut-être la plus belle carrière aussi. Oui, c'est vrai qu'il rebondit bien, Daniel Craig. C'est celui qui, même en même temps, il a toujours fait des choses pas trop mal, et je trouve qu'il a une belle carrière comparée à d'autres. Or, peut-être Sean Connery. Et d'ailleurs, cette semaine, il a été annoncé que le prochain film réalisé par Damien Chazelle, Babylone, La La Land, First Man, sera un film de prison avec Cillian Murphy et Daniel Craig. Et qu'il a dit que c'était le meilleur script qu'il ait jamais lu de sa vie. Voilà. Et on a une amie qui ne s'en remet pas et qui, je pense, aura besoin d'un petit calmant avant de voir le film. Ah bah oui, c'est ces deux amoureux dans le même film. C'est deux amoureux dans le même film, voilà. Ah bah... Manquerait plus qu'on voit quelque chose de plus entre les deux. On n'a pas trop parlé de Sam Mendes, mais c'est quand même un réalisateur qui est éminemment... très grand réalisateur. Un grand réalisateur américain qui était hors de sa zone de confort avec un James Bond. Tout à fait. Et non, mais moi je salue la performance, effectivement. American Beauty, Les Noces Rebelles et Jared, entre autres. Jared. Entre autres. Et ben c'est tout pour l'émission de ce soir. Concernant la programmation de la radio demain, 5 émissions. L'émission spéciale musique en fait de 11h à midi. L'émission Questions de parents présentée par Elodie de 12h15 à 12h45. L'émission Parents autrement présentée par Pauline de 13h à 14h. Et les 2 émissions présentées par Sébastien. Eurohit, l'After Latino de 20h à 21h et de 21h à 23h pour l'After Latino. On vous rappelle le Salon du Chocolat ce week-end au Casino Grand Cercle avec ses bains. C'est de 10h à 20h samedi et de 10h à 19h dimanche. C'est un événement Radio Grand Lac et c'est du coup bien de reparler. Et on vous rappelle que la semaine prochaine, c'est l'ATCA Festival, donc du 17 au 19 octobre avec un petit préambule le 16 octobre. Nous aurons le plaisir et l'honneur d'avoir Pierre-Yves mardi prochain à l'émission et d'interviewer Jacques Gamblin. Oh, il y aura Pierre-Yves aussi. Jacques Gamblin, jeudi 16 à 18h. Voilà. Et prenez vos places en tout cas pour le festival de l'ATCA. Tout à fait. D'ici là, portez-vous bien et on se quitte du coup sur Writings on the Wall de Sam Smith, qui est donc la chanson de ce Spectre. Passez une bonne semaine, surtout allez au cinéma et portez-vous bien. Bonne soirée.